30 ans pour raconter l'histoire, pour peut-être la transformer, on ne sait pas trop. Mais en fait, pourquoi la transformer? Parce que cet événement est déjà très glorieux. Il a à peine 27 ans, le jeune général, et ces faits d'armes sont tellement extraordinaires qu'ils sont déjà relayés par tous les courriers, tous les journaux italiens à l'époque. Alors, là, évidemment, chez Vernet, on a un jeune général qui est, vous voyez, à l'avant-garde, qui est prêt à sacrifier sa vie. D'autres sacrifient aussi sa vie pour le sauver. Ça, vous l'expliquez, c'est aussi passionnant de regarder qui sont les autres personnages. Et c'est assez intéressant parce que tout le monde connaît le Bonaparte Pont d'Arcole de Gros. Gros qui, lui, par contre, était avec l'armée napoléonienne. Il était sur place, embauché plus ou moins par Joséphine, et il devait faire ses preuves à cette époque-là, il devait montrer son talent, et il fait ce magnifique portrait que Bonaparte apprécie tout de suite, qui est un portrait privé, et qu'il va exposer beaucoup plus tard, mais en tout cas qu'il va faire reproduire très vite par des graveurs, pour commencer déjà finalement ce qui est un battage médiatique. On parle de lui, et on a déjà une image très sereine aussi de ce grand guerrier. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que ces deux peintres sont tous les deux des peintres de la vérité officielle, hein, de l'histoire officielle. C'est pas forcément exactement comme ça que les choses se sont passées, mais un qui a vécu finalement les faits, qui aurait pu être une sorte d'historiographe artistique, et l'autre qui, par contre, prend une trentaine d'années pour vraiment installer la légende napoléonienne. Ensuite, on a le passage du Mont-Saint-Bernard. Alors ça, c'est intéressant. Si je peux me permettre, oui, juste sur ce tableau. Alors, non, le précédent du Pont d'Arcole. Ce qui est fascinant, vous avez tout à fait raison. Napoléon, donc, c'est le maître de la propagande, c'est le maître du marketing. Hein, c'est le premier maître du marketing. Il a une modernité dans ses... Et ce qui s'est passé, il faut quand même l'expliquer, c'est qu'effectivement, à un moment, la première scène que vous voyez là, c'est effectivement passé. Hein. Il a voulu franchir le pont d'Arcole pour un moment délicat de cette bataille où la bataille était perdue. Mais la vérité est encore plus délicieuse, plus savoureuse que ce travail de commande. Parce que là, à ce moment X, c'est la vérité. Mais ce qui va se passer, c'est que les Autrichiens vont faire une contre-attaque, vont précipiter justement ce petit groupe d'hommes d'une manière très violente dans le fleuve qui passe. Et Napoléon a failli se noyer dans une espèce de boue saumâtre. Et donc, c'est effectivement la réalité historique dépasse la fiction. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'il a voulu le faire, il n'y est pas arrivé. Il a failli laisser sa vie. Vous dites qu'il est sauvé par son frère et que d'ailleurs le fusil peut-être qui tombe dans l'eau préfigure plus ou moins cette histoire de chute. Donc vous voyez comme quoi il y a une vérité officielle, mais il y a une vérité historique. Et la vérité officieuse, historique, révèle plus de choses sur la profondeur de l'âme humaine, donc de Bonaparte, que la figure de la propagande qui fait croire qu'effectivement... C'est ça sur lequel j'insiste dans tous les commentaires de tableau, et c'est ça qui me paraît essentiel. C'est la vérité de l'âme humaine, qui est peut-être moins glorieuse, il est tout boueux, tout piteux, pareil pour le deuxième, on va voir avec le passage du Mont-Saint-Bernard. Le passage du Mont-Saint-Bernard, oui, ça c'est... Alors évidemment, c'est très, très intéressant, parce que vous mettez en parallèle sur une page double... Parce que là, on a la vérité, ouais. Voilà, alors ce tableau, bon, moi je voulais commencer par l'autre, mais c'est pas grave, qui est peint 48 ans après les fêtes par Paul Delaroche, et qui donne une version qui est probablement la version réelle. Du passage des Alpes, avec un Napoléon amaigri, fatigué, transi de froid, qui passe les Alpes en tout cas. Et puis on a évidemment la version de David, qui, alors elle par contre, est vraiment... Qui est le plus populaire de tout, avec le sacre. Le tableau qu'on a déjà vu apparaître tout à l'heure, hein, voilà, tout à fait, qui est peint en 1800 à peu près par David, et alors que 1800-1801, alors que justement le passage du Mont-Saint-Bernard a eu lieu en 1800. Et c'est évidemment Napoléon sur son cheval fougueux. Alors je ne sais pas, on n'a peut-être pas l'image, tant pis. En tout cas, c'est une toile très connue. C'est la plus connue. C'est la plus connue, on l'a vu tout à l'heure, oui, voilà, si jamais. Il est très serein, le doigt levé, voilà. Laurent Lamont. Voilà, le tableau le plus célèbre de voilà, Napoléon. Donc ça, c'est le passage c'est le passage des Alpes vu par David. Donc là, on appellerait ça un tube sans musique. Vérité officieuse. Et alors c'est très intéressant parce que là, il s'inscrit vraiment dans celui qui a passé les Alpes après Hannibal, après Charlemagne. Donc Hannibal d'ailleurs est inscrit sur la pierre à côté de lui, etc., etc. Et là, justement, cette image-là, c'est une image vraiment de propagande parce qu'en plus, elle est en train de donner une légitimité à ce destin d'empereur qui va se dessiner. 4 ans plus tard, il sera quand même sacré empereur. Donc c'est très intéressant. Ensuite, le sacre de Napoléon, ça vous revenez dessus, mais c'est vraiment tout à fait délicieux. Il faut dire qu'on peut s'amuser avec le sacre de Napoléon, parce que c'est quand même une toile qui fait 9,80 m sur 6,20 m. Donc on est dedans. Hein. Incroyable. On est carrément dedans quand on la voit. C'est une toile immense. Le sacre, il est peint par David en 1806-7, à peu près le sacre a lieu... Enfin,
achevée, disons, parce que c'est une toile qui dure extrêmement longtemps, étant donné sa dimension. Et elle est mieux encore qu'une photographie, cette toile. Elle est encore plus forte qu'une photographie parce que, déjà, David se représente dans cette toile, sans doute à la place qu'il occupait. Il est en train de croquer, de prendre des notes, certainement, de costumes, de posture et de place des gens pour faire sa toile. On dit qu'il avait ensuite reconstitué en maquette pratiquement toute la scène pour bien la mémoriser et parce que ce travail a été un travail extrêmement long, c'est une évidence. Et pourquoi je vous dis qu'il est mieux qu'en photo ? Eh bien parce que Madame Maire, vous l'expliquez, boudait la cérémonie, elle n'était pas là, et sur le tableau, eh bien, elle est précisément à la place où elle aurait dû être. Donc c'est vraiment magnifique. Et puis il y a cette anecdote aussi savoureuse sur César. César, il faut absolument le montrer. Il y a un personnage, je ne sais pas, c'est assez petit, mais effectivement, David, qui a peint, c'est quand même un tour de force, plus de 200 personnages dans ce tableau magnifique, dans ce véritable film, la filmographie du sacre, c'est un film, a recommencé plusieurs fois pendant 2 ans à travailler comme un... Et à un moment, donc, il devait représenter, en fait, Napoléon, se couronnant lui-même. Et il a préféré, ce qui est beaucoup plus artistique, vous voyez, c'est le couronnement de l'impératrice de Joséphine auquel nous assistons dans ce tableau. Et il a dû donc recommencer toute cette partie centrale et il s'est retrouvé avec un trou immense à l'arrière-plan, juste derrière Napoléon. Et il s'est dit, c'est trop tard, il faut vite que j'invente un personnage de remplacement. Et dans son atelier, il avait toujours le buste de Jules César dans l'atelier de David. Il s'est dit, mais voilà, je vais mettre Jules César, je vais peindre Jules César en train de regarder le nouveau César donc se couronner. Et dans mon tableau. Et c'est vraiment un clin d'œil que je trouve absolument délicieux. Et on voyait, parce que vous savez que le bonapartisme a souvent été traité de césarisme, bien sûr, puisque c'est son personnage majeur, son modèle, le modèle de Napoléon, c'est avant tout Jules César, il faut le rappeler. Et donc je trouve ça absolument incroyable de voir, et on reconnaît très bien les traits de Jules César en train d'observer son descendant à travers les siècles se couronner. Ça, c'est magnifique. Alors c'est évident qu'il s'en revendique, de toute façon, dans la statuaire ajaxienne, on a Napoléon en toge, donc en premier consul. Ça ne vient pas de l'époque napoléonienne, non, ça s'habillait plus comme ça. Donc voilà, c'est une manière aussi de montrer que Jules César devient la caution. En fait, il légitime aussi cette accession au pouvoir de Napoléon. Je ne pense pas qu'on soit déjà dans la dimension, parce que justement, elle ne serait pas de propagande d'un César qui va être assassiné parce que le pouvoir, là, on est vraiment dans l'image positive, dans la lignée en fait des empereurs et des Césars, avec sa couronne de laurier autour de la tête. Donc moi j'ai trouvé que ce livre était extrêmement instructif, extrêmement réjouissant parce que justement à travers ces tableaux on a envie d'en savoir plus et on a aussi envie, et ça je vous en remercie parce que l'histoire de l'art est quand même ma formation première, on a envie de retourner au musée. On a envie de retourner au musée pour revoir ces tableaux et puis pour les regarder avec un œil critique. C'est-à-dire que d'un seul coup on va se dire est-ce que je dois tout gober ou est-ce qu'il y a quelque chose que je dois trouver dans ce tableau. Et puis on les voit aussi avec un regard un petit peu moderne parce qu'on a l'impression que ça date de nous mais finalement c'est vieux comme le monde, le regard de la publicité, finalement. Voilà, donc je vous remercie pour ce livre. Excellent commentaire, bravo. Ouais, c'est ce qu'on apprend dans ce livre. D'ailleurs, vous ne montrez pas que les tableaux, vous allez chercher aussi les détails pour expliquer. Comment vous avez travaillé justement avec votre co-auteur, Christophe Beyeler, qui est conservateur au musée de Fontainebleau, effectivement, à qui j'ai demandé de compléter, parce que c'est un travail immense. Moi, j'ai fait... Donc la sélection des 100 tableaux, avec des tableaux très connus comme le Sacre, mais aussi des raretés, des tableaux absolument inédits qui n'ont jamais été montrés. C'est ça ce qu'on découvre dans ce livre. Et je me suis surtout occupé de la partie historique dans un premier temps, puisque d'abord la première... dans un premier temps, on met le tableau pleine page, et après on rentre dans le tableau, on zoome en fait sur des détails, et on décrypte chaque détail. Et là, j'avais besoin aussi de l'aide précieuse de Christophe Beyeler pour absolument décrypter chaque détail, puisque ces peintres-là, qui sont maintenant extrêmement critiqués, puisqu'on les appelle les peintres pompiers du 19e, de Jean-Léon Gérôme à Édouard de Taille, avaient été avant tout des conteurs d'histoire. Ils savaient raconter une histoire. Et tous ces tableaux, pour moi, sont admirables parce qu'ils racontent une histoire qui, la plupart du temps, a été oubliée. Et c'est un peu désolant parce que toutes ces histoires sont en train de sombrer dans les oubliettes de l'histoire, malheureusement. Il y a même des conservateurs de musées aujourd'hui qui ne connaissent plus les anecdotes attachées à ces tableaux. C'est assez sidérant. Donc avec Christophe, on a été les chercher et on a vu que ces peintres, il y avait un talent quand même minutieux qu'on critique énormément. Qui étaient aussi des metteurs en scène. Étaient surtout
et avant tout des metteurs en scène, en particulier pour Jean-Léon Gérôme, qui est un peintre. Les Américains ont racheté tous les tableaux de Jean-Léon Gérôme. Ils font des expositions avec Jean-Léon Gérôme à Boston, qui sont des succès colossaux. Et en France, on n'a plus un seul tableau de notre maître, Jean-Léon Gérôme, qui est un des plus grands peintres de cette période. Mais on s'intéresse à nouveau aux peintres pompiers, parce que finalement, ils ont été aussi beaucoup desservis par ensuite la peinture moderne. La peinture par les impressionnistes. Et puis ensuite la peinture moderne, donc les gens qui ont continué. C'était un autre courant. Voilà. Et ensuite par la peinture moderne, vous avez tout à fait raison. On continue à peindre d'une manière classique. Mais on s'est rendu compte que c'était des grands techniciens, effectivement. Voilà, des grands et c'est en train de... C'est que la peinture d'histoire s'arrête avec la guerre de 14-18. En France, on voit la rupture, justement. Vous allez jusqu'en 1945, puisqu'on termine avec le débarquement. Alors justement, pour aller au débarquement, en fait, en France, le traumatisme de la Première Guerre mondiale, qu'on va célébrer bientôt, a été tel que tous les peintres se sont arrêtés de peindre l'histoire en France à partir de 14... Après... Peut-être parce qu'on commençait à avoir un autre support aussi. Et puis surtout, il y a même tous les historiens se sont interrogés. Mais la photographie, le cinéma est arrivé par là. Mais justement, vous faites bien le débarquement, la bataille de Dunkerque. J'ai dû aller les chercher chez les Anglais. Les peintres anglais et les peintres américains ont préservé cet héritage de la peinture d'histoire, très très bien. Et il faut aller donc dans les pays anglo-saxons pour trouver la suite de l'histoire de France. Justement, là, depuis 52 avant Jésus-Christ, où on a des représentations, en tout cas, la peinture aujourd'hui, elle a laissé la place à la photo, et à la vidéo. Est-ce que c'est justement, puisque nous sommes dans cette génération où on consomme beaucoup d'images, c'est pas un moyen aujourd'hui justement pour faire passer et apprendre l'histoire ? Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il faut revoir dans l'apprentissage ? La photographie, on s'en sert pas mal justement. Ça, l'histoire de l'art, c'est peut-être la seule chose bénéfique des nouveaux programmes, a été introduit. Alors, à contrario, c'est vrai que c'est à double tranchant, puisque, je vous dis, il reste plus que 6 pages sur Napoléon dans le programme de 4e, dont 2 pages sur Jacques-Louis David, peintre de l'Empire. Alors, on n'en sait plus sur Jacques-Louis David que sur Napoléon. Donc, mais justement, il y a un support. Je sais qu'il y a des profs d'histoire aujourd'hui, dans les lycées ou même dans les collèges, qui se servent de la fiction, du cinéma. Alors de la fiction et du cinéma. Ça fait le côté un peu récréatif parce qu'on va voir un blockbuster. Il y en a eu récemment justement qui ont traité de grands personnages de l'histoire. On diffuse le film et puis derrière, on va essayer de faire passer 2-3 infos réelles cette fois. Alors il y a des chefs-d'œuvre. On parlait du Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, qui est un film sur le débarquement, dont la scène du débarquement restera dans les annales du cinéma. C'est incroyable, il a vraiment tout compris, tout saisi. C'est sur le massacre de la plage d'Omaha Beach, bien sûr. Mais ensuite, effectivement, il y a énormément de navets, de films qui ne sont pas documentés, souvent sur Napoléon en particulier, mais aussi sur Vercingétorix. Le seul navet, c'est un film avec Christophe Lambert, oui. qui a été tourné par Christian Fechner, là, il n'y a pas très longtemps, qui est un navet. Ah si, ça a une petite vingtaine d'années quand même. Voilà, une vingtaine d'années. Et c'est vrai que ça, c'est les films à déconseiller, absolument. Le prochain, c'est Spielberg va reprendre l'idée de Kubrick, qui voulait faire un chef-d'œuvre sur l'histoire de Napoléon. Vous savez que Abel Gans, qui a tourné son chef-d'œuvre sur Napoléon, fait partie à Hollywood des 10 plus grands films de toute l'histoire de Napoléon. C'est dans le classement américain. Mais des films de fiction dits historiques, il y a des films qui ont relancé l'intérêt, en tout cas pour certaines périodes. Je pense à un film comme Gladiator, par exemple. Gladiator. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, qui sont intéressés à cette période-là, donc qui ont pu revoir un petit peu l'histoire de l'Antiquité. Voilà, alors qu'il serait passé complètement à côté. Magnifique film. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est pas aussi une des solutions, c'est qu'à un moment donné, il y a un petit côté récréatif, mais derrière, avec l'appui d'un professeur, remettre tout dans le contexte et redire certaines vérités. Oui, puisque Ridley Scott, avec Gladiator, a réussi un pur chef-d'œuvre, avec tous les détails sur la religion romaine, les dieux de l'art. Quand il meurt, effectivement, c'est d'une vérité historique, les petites statuettes que le héros a dans la main. Là, il y a tout. Il y a toute l'âme romaine et la romanité et l'histoire. Mais quand on voit le nombre de péplums qui ont été malheureusement tournés avec des navets absolument incroyables, on se dit heureusement que Ridley Scott est arrivé. Prochain projet, ça va être un film maintenant. Oui, je suis resté jusqu'au bout de mon idée, moi. Un livre sur la Corse ? Alors, mon prochain livre, c'est sur la jeunesse, l'enfance de Napoléon, justement, en particulier. Ça reste définitivement votre personnage fétiche et préféré.
l'enfance, en fait, on se porte... L'enfance de Napoléon est pour moi la clé de voûte, l'explication de toute son existence. Et personne ne s'est vraiment penché. Frédéric Masson s'est penché, mais c'est une période qui est très mal connue, parce que très peu de documents, et effectivement, ensuite... en attendant, en tout cas, il y a l'histoire de France interdite chez Lattès. Pourquoi nous sommes plus fiers de notre histoire? Il y a le grand album d'histoire de France de notre enfance. On vous montre un petit peu comment on nous apprenait l'histoire il y a quelques années de cela. Il y a l'ouvrage dont on vient de parler chez Flammarion. Ça, c'est chez Grund, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Chez Flammarion, l'histoire de France vue par les peintres. Alors là, on va apprendre aussi bien l'histoire de l'art si cher à Marie-Jo que l'histoire tout court. Et puis, à ne pas mettre entre toutes les mains les histoires coquines et inédites des rois et reines. Voilà, c'est avec ça qu'on a fait. Vous le voulez, Jean-Paul? Alors je vous le donne. Allez, avec plaisir. Parce que Sandra me l'a demandé. On se dit au revoir. Merci Dimitri d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci les amis. On se retrouve la semaine prochaine. On va recevoir Paul Lecce qui dirige le centre des nageurs, le cercle des nageurs de Marseille. Je vais y arriver avec plein de champions olympiques, mais ils ne seront pas là. Allez, à la semaine prochaine. Passez un bon week-end et merci de nous rester fidèles. Toujours sur Viasté, là, bien sûr.